Oral questions. Questions orales. The honorable member, l'honorable député de Montmorency-Charlevoix. Merci, M. le Président. Pendant que 2,2 millions de Canadiens font la file pour les banques alimentaires, eh bien, les libéraux refusent toujours de révéler aux citoyens qu'on est le seul pays du G20 en récession parce que, clairement, ça serait relié aux décisions qu'ils ont prises depuis 11 ans par leur manque de vision. Fait qu'on va regarder la réalité. La croissance économique est au ralenti, la productivité recule, les marchés du travail est affaiblis, les déficits dépassent déjà les prévisions du budget. Alors, après une semaine à éviter la question, est-ce que le premier ministre peut nous dire si oui ou non on est en récession? Parce que la première étape pour régler un problème, c'est de le reconnaître. Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, le député en face a manifestement manqué le rapport étincelant sur l'emploi qui est sorti vendredi dernier. Il aura remarqué, s'il l'aurait lu, qu'on a créé, le Canada a créé quelques 88 000 emplois. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Dans notre province du Québec, deuxième province la plus basse en termes de taux de chômage, le taux de chômage a tombé pour les femmes, pour les jeunes, pour les hommes. Et, Monsieur le Président, à travers le pays, c'est une bonne nouvelle pour le Canada. On va continuer de bâtir le Canada très, très fort. L'honorable député de Montmorency-Charlevoix. Alors, mon collègue n'est peut-être pas au courant, mais le 15 mai 2016, le premier ministre, qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre, a dit, je cite, que la définition technique d'une récession technique, c'est 2 trimestres consécutifs sans croissance ou en décroissance. Fait qu'on va regarder ce qui se passe au Canada. 3 des 4 derniers trimestres, l'économie a ralenti. Pas 2, 3 des 4 derniers. Alors, c'est quoi que ça va prendre pour que le premier ministre comprenne que son plan ne fonctionne pas puis que les actions libérales des 11 dernières années nous ont menés directement en récession? L'honorable leader du gouvernement. Monsieur le Président, malgré les bonnes nouvelles que nous avons eues en termes de l'emploi et du chômage de vendredi dernier, nous savons qu'il reste des gens au pays qui ont des enjeux d'abordabilité. C'est pour ça que vendredi également est arrivé dans les comptes de banque de 12 millions de Canadiens la prestation pour l'épicerie et les besoins essentiels, donnant à une personne seule 543 $, un couple avec 2 enfants, 1086. Monsieur le Président, ça, c'est de l'aide ponctuelle pour les Canadiens qui en ont besoin. L'honorable député d'Edmonton Gateway. Monsieur le Président, sous la gouverne de ce premier ministre, le Canada est le seul pays du G20 en récession et au cours des derniers jours, on en a appris davantage à propos des chiffres. Statistique Canada signale que les entreprises ont réduit leurs investissements 5 trimestres d'affilée. La productivité de la main-d'œuvre a diminué au cours de 3 des 4 derniers trimestres. Si le plan du premier ministre fonctionne, pourquoi est-ce qu'on constate un déclin de l'investissement de la productivité? Vont-ils admettre qu'on est en récession et que leur plan ne fonctionne pas? L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Monsieur le Président, c'est une excellente journée pour être Canadien. Quand on a un astronaute comme Jeremy Hansen qui est sur la colline aujourd'hui et qui sert notre pays. Mais les conservateurs aiment les chiffres, eux. Alors, voici un chiffre. 88 000. L'économie canadienne a créé 88 000 emplois en mai. C'est une grande réalisation, Monsieur le Président. De notre côté de la Chambre, nous allons nous concentrer sur bâtir un Canada fort. Il est temps qu'il se joigne à nous. L'honorable député d'Edmonton Gateway. C'est bien de voir de bons chiffres pour l'emploi, mais quand même, on a un manque à gagner de milliers d'emplois par rapport au début de l'année. Et les économies des ménages ont chuté pour atteindre leur plus bas niveau en 2 ans. Les familles ont du mal à payer pour l'épicerie, pour le logement. Certains Canadiens doivent dépenser plus de 120 % de leurs revenus pour l'épicerie et le loyer. Mais les libéraux prétendent qu'il s'agit seulement d'une récession technique. Pourquoi le premier ministre ne dit-il pas aux Canadiens pourquoi leur sort s'empire techniquement après une décennie avec le gouvernement libéral? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, à Halifax, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'annoncer un paiement supplémentaire pour la prestation canadienne pour l'épicerie et les besoins
qui permettra d'en offrir davantage. Alors, de notre côté, la Chambre, nous allons bâtir une économie forte. Je sais que de l'autre côté, ils préfèrent voir le verre à moitié vide. De notre côté, le verre est à moitié plein. Le premier ministre nous permet de bâtir une économie forte pour les Canadiens. Nous allons continuer de bâtir un Canada fort, Monsieur le Président. L'honorable député d'Elgin, St. Thomas, London Sud. Monsieur le Président, le Canada est le seul pays du G20 en récession. C'est pas surprenant avec le bilan du premier ministre. L'économie est en déclin depuis 3 trimestres d'affilée. Les investissements fuient le pays. La dette augmente et même le DPB, choisi par le premier ministre, a dû revoir à la baisse les prévisions pour l'économie du pays. Si on n'admet pas le problème, c'est difficile de les régler. Alors, vont-ils admettre que le Canada est en récession? L'honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, le député dit que l'investissement quitte le pays. Qu'en est-il des 20 millions de dollars que Shell vient d'investir? Qu'en est-il des 8 millions de dollars investis à Goose Bay pour l'armée canadienne? Qu'en est-il des éoliennes en Nouvelle-Écosse? Qu'en est-il du réacteur nucléaire à Darlington dans sa province? Il devrait se réveiller et voir ce qui se passe. L'honorable député de Elgin, St. Thomas. J'aimerais bien que le premier ministre s'intéresse aux emplois des Canadiens comme il s'intéresse à son propre travail. Le DPB dit que le Canada a 1 % des chances d'atteindre sa cible budgétaire. Mais derrière ces chiffres, il y a des gens qui vont aux banques alimentaires, des jeunes qui ont du mal à trouver une première expérience d'emploi. Dans ma circonscription, il y a eu quelques 600 pertes d'emplois au cours du dernier mois, ce qui s'ajoute aux autres pertes des dernières années. Peut-être qu'il ne veut pas me dire qu'il y a une récession, mais peut-être voudrait-il l'avouer aux Canadiens. L'honorable ministre, moi, je ne m'intéresse pas à son emploi. Je m'intéresse plutôt aux 18 000 emplois que nous avons créés à Darlington, aux 2 000 que nous avons créés à Contrecœur, aux 8 000 emplois qu'on a créés dans GNL Canada. Je m'intéresse aux autres emplois que l'on crée. Il devrait commencer à se préoccuper de son emploi. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, cette fois, c'est clair, le premier ministre abandonne la culture face aux géants américains du numérique. Non seulement il capitule sur la hausse des redevances exigées aux plateformes de diffusion comme Netflix, Prime ou Disney, mais on apprend qu'il exigera que le CRTC annule jusqu'au dernier sou de contribution au contenu québécois et canadien. Même le maigre 5 qu'Ottawa tentait d'imposer, c'est trop pour le premier ministre. D'un seul trait, il éradique 10 ans de combat à la défense de nos créateurs. Est-il au moins conscient qu'il menace ouvertement l'avenir de la culture québécoise? Bravo! L'honorable ministre de l'Identité et de la culture canadienne. Monsieur le Président, il y a juste le Bloc québécois qui peut se lever en Chambre puis voter contre 3/4 milliard de dollars pour la culture, pour CBC, Radcan, Téléfilm, ONF, puis ensuite, là, ils vont cracher sur 600 millions de dollars à une industrie de la culture qu'on aime, qu'on a besoin de soutenir. Moi, pendant qu'ils font semblant à appuyer la culture, nous, on agit, Monsieur le Président. L'honorable député de Belleuil-Chambly. On avait annoncé que sa nomination serait une catastrophe. C'en est une, Monsieur le Président. Le premier ministre abandonne à nouveau la culture québécoise face à Washington. L'Union des artistes et tout le milieu culturel l'ont dénoncé dans les médias samedi. Leur lettre s'intitule « Chronique d'une disparition annoncée » parce que c'est ce qui attend notre culture si le premier ministre ne se découvre pas une de ses proverbiales colonnes. L'Union européenne, elle, exige des redevances aux géants du Web. Elle permet même à ses États membres d'en rajouter. Pourquoi le premier ministre est-il incapable de se tenir debout? Bravo! L'honorable ministre. Monsieur le Président, un peu plus catastrophique que ce genre de questions, surtout venant de quelqu'un qui était jadis président de la DISC, et plutôt en la DISC a dit que c'était un bel investissement. Nous, les libéraux, on va investir dans la culture pendant qu'eux font encore semblant d'aider, puis font rien. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Il prépare au moins ces réponses-là.
3,4 milliards de dollars vont disparaître de la création au Québec et au Canada. Il va mettre 600 millions qu'il prend dans la poche des contribuables. Puis il parle d'une annonce qu'il a faite il y a près d'un an, avant toutes les catastrophes des décisions du premier ministre qui se met à genoux face aux Américains. Il menace même l'existence de la Convention sur la diversité des exceptions culturelles, dont l'origine est au Québec. Et ça, je le sais, j'y étais quand on l'a fait. Pourquoi le premier ministre renonce-t-il et cède-t-il à l'existence d'une culture québécoise et française propre? L'honorable ministre. Monsieur le Président, pendant qu'il invente n'importe quoi puis qu'il parle de trahison, nous, on va continuer d'investir dans la culture québécoise, dans la culture canadienne, pas en attendant des années, mais en investissant maintenant. C'est un peu riche du membre de l'autre côté de parler de trahison pendant qu'il se présente à la Chambre des communes à chaque jour pour détruire le pays que j'aime. L'honorable député de Long Range Mountains. Monsieur le Président, sous la gouverne coûteuse de ce premier ministre, le Canada est le seul pays du G20 en récession. Au cours des derniers jours, nous en avons appris encore plus à propos du mauvais état de notre économie. Alors que le coût de la vie monte en flèche, notre économie s'est contractée depuis 2 trimestres. Les entreprises vont s'installer ailleurs. Les investissements en capitaux ont chuté. Le premier ministre va-t-il finalement admettre que ces politiques ont causé cette récession libérale? Ou est-il si déconnecté qu'il croit que les Canadiens imaginent leur désespoir économique? L'honorable ministre des Pêches et des Océans. Merci, Monsieur le Président. Je veux rappeler à ma collègue de l'opposition de Terre-Neuve et Labrador que les taux d'emploi sont à la hausse dans notre province et je veux lui rappeler que nous investissions près d'1 milliard de dollars dans les petits ports de mer et ainsi on appuie les pêcheurs qui font partie intégrante de l'économie de Terre-Neuve et Labrador. Nous avons aussi de l'appui pour le logement, pour la construction, pour le secteur communautaire, par exemple. Alors, nous sommes dans une époque de croissance et j'espère qu'elle se ralliera à nous. L'honorable député. Les séances de photos et les annonces avec des paroles creuses des libéraux ne vont pas aider les gens à payer l'hypothèque. Le DPB a dit qu'il y a moins d'1% des chances que le gouvernement libéral atteigne sa cible budgétaire. Ils empruntent déjà 7 milliards de plus que ce qu'ils avaient prévu et gonflent la bureaucratie qui coûtera 86 milliards de dollars. L'économie va de mal en pis. Pas mieux. Le premier ministre va-t-il nous dire qu'on est en récession ou va-t-il continuer de dire que le sort des Canadiens est techniquement plus mauvais après une décennie sous les libéraux? L'honorable ministre, je vais rappeler à la députée que lorsque les gens travaillent, lorsqu'on offre des programmes pour les jeunes, des programmes pour les apprentis, qui leur offre la chance d'avoir la désignation qu'ils souhaitent. Et ainsi, on fait prospérer l'économie. Voilà ce qu'il faut pour bâtir un Canada fort. Les slogans vides de sens ne feront pas l'affaire. Et j'invite la députée à se joindre à nous. L'honorable député de Kitchener-Centre. Sous la gouverne du premier ministre, le Canada est le seul pays du G20 en récession. Et on ne sait pas pourquoi le gouvernement a échoué et pourquoi il nous a menés vers une récession. Ils nous ont dit que c'était une récession technique. Ensuite, quand les Canadiens ont contesté, c'est devenu la faute des tarifs. Mais qu'en est-il? Vont-ils dépenser de l'argent en prestations parce que les Canadiens ont techniquement faim? L'honorable ministre, merci à la députée pour la question. Les loyers diminuent partout au Canada à l'heure actuelle. Depuis 20 mois, les loyers diminuent au Canada. C'est positif. Nous investissons pour offrir aux Canadiens les logements dont ils ont besoin. Et nous avons la prestation pour l'épicerie et pour les besoins essentiels. La prestation pour les enfants aussi. Et d'autres programmes. De notre côté, on vote pour l'abordabilité. De l'autre côté, ils votent contre. L'honorable député de Kitchener-Centre.
Monsieur le Président, j'ai bon espoir qu'un jour, le gouvernement répondra aux questions et rendra des comptes. Mais on dirait que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on a appris que le Canada était en récession, je me suis demandé si le gouvernement allait demander un autre chèque en blanc parce qu'ils empruntent déjà au-dessus de leurs moyens. Dans l'énoncé économique du printemps, ils ont dit prévoir des emprunts de 65 milliards de dollars. Le DPB a dit que ce serait 72 milliards de dollars. Combien le premier ministre va-t-il emprunter pour régler le problème? L'honorable ministre. Eh bien, nous investissons sans précédent dans les collectivités au Canada. 50 milliards de dollars dans le Fonds pour des communautés fortes, des investissements dans les centres communautaires, dans les transports collectifs, par exemple, c'est sans précédent. Et ceci fera du Canada un pays plus abordable et permettra de créer des emplois, notamment pour les jeunes partout au Canada. Des jeunes, des apprentis pour les métiers seront formés. Et c'est ce que nous proposons. De l'autre côté, ils sont négatifs et devraient se joindre à nous. The honourable member for Abbotsford South Langley. Mr. Speaker, under this Abbotsford South Langley. Sous ce premier ministre, le Canada est le seul pays du G20 en récession. L'économie a reculé pendant 2 trimestres consécutifs et le PIB par habitant a seulement monté d'1,5 % sur 7 ans. La productivité de la main-d'œuvre a décliné pendant 4 années d'affilée. Le DPB dit qu'il y a très peu de chances que le gouvernement atteigne sa cible budgétaire. Est-ce que les Canadiens et leur sort n'a fait que techniquement s'empirer depuis le règne des libéraux? L'honorable ministre, les gens en Colombie-Britannique me disent qu'ils sont conscients que nous sommes confrontés à des vents contraires dans l'économie. Ils savent que les tarifs américains sont plus élevés que depuis très longtemps et ils voient qu'on investit pour de bons emplois et ils voient aussi le taux d'emploi augmenter. Les Britanno-Colombiens sont optimistes et ils veulent continuer notre travail. L'honorable député de South Langley, Abbotsford. Eh bien, c'est la faute des libéraux, ces vents contraires. Et le premier ministre libéral dirige le seul pays du G20 en récession. Maintenant, on vit un déclin économique. La Scotiabank prévoit 0,8 % de croissance économique en comparaison à 1,9 % aux États-Unis. Les libéraux empruntent déjà des milliards de dollars de plus que ce qu'ils avaient prévu dans le budget. Le premier ministre va-t-il admettre finalement que le Canada est techniquement dans une récession bien réelle? L'honorable ministre. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, les Britanno-Colombiens comprennent que nous sommes confrontés à des vents contraires causés par les événements mondiaux, les droits de douane. Le Canada change son approche parce qu'on constate des droits de douane qu'on n'a pas vus depuis la Grande Dépression. Nous prenons des mesures et c'est ce que les Canadiens veulent. Ils veulent qu'on diversifie le commerce. Ils veulent qu'on investisse dans les grands projets. Ils veulent qu'on investisse dans les travailleurs canadiens. Pourquoi nos collègues de l'autre côté ne se joignent pas à nous? L'honorable député de Windsor-West. Monsieur le Président, sous ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 en récession et il n'a aucun égard pour les sacrifices que font les Canadiens chaque jour. Les familles doivent couper dans les dépenses, les entreprises retardent les investissements, la productivité diminue. Le DPB, nommé par un ancien banquier central, dit qu'il y a 99 % des chances que l'on frappe un mur. Le premier ministre va-t-il admettre que le Canada est en récession ou croit-il que les Canadiens, que le sort des Canadiens est seulement techniquement de mal en pis? L'honorable ministre, plutôt que de jubiler en dénigrant l'économie, il devrait nous aider à bâtir l'économie. 88 000 emplois ont été créés. C'est ce que nous dit le rapport du mois de mai. Notre croissance est plus rapide que l'inflation. Et ça, c'est depuis qu'on a pris le pouvoir. Les loyers ont diminué de 9 % à Windsor. Quand on investit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, eux, ils s'y opposent. Ils s'opposent aux investissements dans leur propre collectivité. Ils devraient se joindre à nous et nous aider à bâtir le pays. La Matapédia.
Monsieur le Président, encore une dérive du premier ministre. Il veut pouvoir réautoriser par décret des pesticides interdits par la science. Dans une mesure enfouie dans l'omnibus budgétaire C-30, il veut se donner le droit de renverser les décisions de Santé Canada en invoquant des concepts non définis comme la sécurité économique. Les chercheurs et les organismes pour la santé et l'environnement sont unanimes. C'est une mesure anti-science au service des grandes entreprises de l'agrochimique. Ils sont ici aujourd'hui pour demander une seule chose. Est-ce que le gouvernement va retirer cette dérive de C-30? L'honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie le collègue pour sa question. Mais ce que je voudrais lui dire d'abord, c'est que, première chose, je vais être très claire, la santé des Canadiens sera toujours au centre des préoccupations d'abord du gouvernement canadien. Par contre, nous pouvons aussi travailler avec le secteur agricole et protéger la souveraineté alimentaire du Canada. Nous pouvons faire, comme je dis d'habitude, on peut marcher et manger de la gomme. L'honorable député de Rimouski, la Matapétia. Monsieur le Président, les libéraux cachent dans C-30 une mesure qui permet de réautoriser des pesticides interdits par la science. C'est le pire recul depuis la création de la loi sur les produits antiparasitaires en 2002. Non seulement la ministre de la Santé s'en choque pas, elle s'est même vantée d'être la seule de l'histoire à avoir assisté à un événement de CropLife. CropLife, là, c'est une association d'entreprises de l'agrochimique, incluant notamment le géant des pesticides Bayer. La ministre de la Santé, là, pourquoi est-ce qu'elle défend les profits des multinationales au lieu de défendre la santé? Bravo. L'honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, l'Agence des antiparasitaires et l'Agence de protection des aliments dépendent effectivement du ministère de la Santé. Donc, il m'est tout à fait naturel de m'engager avec le secteur que je représente, parce que je dois les rencontrer pour connaître leurs préoccupations. Donc, sur le premier point que le député a soulevé, pour moi, je ne comprends pas, parce que normalement, je suis responsable de quelque chose, et il faut que je rencontre ces intervenants. Ça, c'est la première chose. Mais je vais le répéter. Jamais nous allons autoriser un produit qui mettrait la vie de qui que ce soit en danger. Merci. L'honorable député de Mégantic-l'Érable, Lotbinière. Des faits, Monsieur le Président. Sous ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 à être tombé en récession. La directrice parlementaire du budget réduit ses prévisions de croissance. La RBC, TD, BMO ont revu leurs perspectives à la baisse. Les Canadiens voient leur niveau de vie reculer. Pourtant, le premier ministre refuse toujours de prononcer le mot récession. Alors, je vais lui poser à nouveau la question. Elle est simple. Sommes-nous en récession ou les Canadiens ne sont-ils que techniquement plus pauvres qu'avant, après une décennie libérale? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et les faits sont têtus. L'OCDE prévoit que le Canada va avoir la deuxième croissance la plus forte des pays du G7. Dans la dernière année, les investissements directs étrangers au Canada sont le double de nos pairs du G7. Monsieur le Président, les faits sont têtus. Ça fait 38 mois que les salaires augmentent plus vite que l'inflation au pays, Monsieur le Président. Et sans compter que le mois dernier, puis ça, c'est particulièrement têtu comme fait, et les conservateurs, ça leur déplaît de voir des bonnes nouvelles pour l'économie canadienne, mais c'est 88 000 emplois qui ont été créés au Canada parce que l'économie canadienne est beaucoup plus résiliente, Monsieur le Président, puis elle est résiliente, entre autres, grâce aux efforts de ce gouvernement. Merci beaucoup. Député de Mégantic-l'Érable, Lotbinière. Un autre chiffre, Monsieur le Président, il y a 45 000 Canadiens de moins à l'emploi qu'au début de l'année, Monsieur le Président. Ça, c'est des faits qui ne mentent pas. Monsieur le Président, la directrice parlementaire du budget vient de démolir complètement le récit économique du premier ministre et du ministre d'en face. Croissance plus faible, déficit plus élevé, productivité en recul, seul pays du G20 en récession. Pire encore, la directrice parlementaire du budget dit que le gouvernement a 99 % de chances de rater sa propre cible budgétaire. Comment le premier ministre libéral, qui se présente comme un grand économiste, appelle ça une économie qui recule, des Canadiens qui s'appauvrissent, puis un gouvernement qui n'a pas de chance d'atteindre ses cibles? Les Canadiens, eux, Monsieur le Président, ils appellent ça une récession. L'honorable ministre.
Mais, Monsieur le Président, je conçois que pour les conservateurs, moindrement qu'il y a des vents de face auxquels on est confronté du point de vue de l'économie canadienne, ça fait leur bonheur. Mais de ce côté-ci de la Chambre, on se lève le matin en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, Monsieur le Président, en dépit des circonstances extérieures, en dépit de la guerre tarifaire illégale et injustifiée qu'on subit, qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir l'économie du Canada? Bien, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est la plus grosse mine de graphite dans le pays de G7 avec Nouveau Monde. C'est le projet de TGV Québec-Toronto, Monsieur le Président. C'est de certifier le port de Québec comme port de conteneurs international. C'est 150 avions d'Airbus. C'est 88 000 emplois créés le mois dernier. C'est ça qu'on fait de ce côté-ci de la Chambre. Merci beaucoup. L'honorable député de Richemont-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. Petit rappel pour le ministre. Les meilleures années de gestion du pays ont été sous les années conservateurs. Une croissance plus faible, un déficit plus élevé, voilà ce qui est le constat alarmant de la directrice parlementaire du budget. Résultat, croissance PIB par habitant au Canada demeure parmi les plus faibles du G20. L'économie canadienne s'est contractée au cours des 2 derniers trimestres. Sous ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 en récession. Question à choix multiples, simple pour le premier ministre. Le Canada entre A, dans une récession, B, dans une récession technique. L'honorable secrétaire d'État à l'enfance et à la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. On est concentré sur la croissance économique et on travaille fort là-dessus. Et notre plan fonctionne. Le taux de chômage chez les jeunes est en déclin par près de 1 %. Cela signifie 22 000 emplois pour nos jeunes. En plus, on investit 6 milliards dans les métiers spécialisés pour recruter, embaucher et former 100 000 jeunes. On bâtit un Canada fort pour tous de ce côté de la Chambre. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Richemont-Arthabasca. Monsieur le Président, en tout respect, on demandait si on était en récession technique. Encore une fois, pas de réponse. Pour régler le problème, il faut d'abord reconnaître un problème. Pourtant, les libéraux refusent toujours d'admettre que le Canada est le seul pays du G20 en récession. Selon la directrice parlementaire du budget, les libéraux vont ajouter 318 milliards à la dette nationale d'ici 2031, en supposant qu'il n'y ait pas aucune autre mesure de mise en place. La carte libérale est sans limite. Le gouvernement va-t-il enfin cesser sa mauvaise gestion qui a plongé le Canada, malheureusement, en récession? L'honorable secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a un plan pour transformer les bases de notre économie, pour le rendre plus résilient, et on crée des dizaines de milliers d'emplois, comme à Darlington et comme à Contrecœur. On investit dans les hôpitaux, les centres communautaires, le transport en commun, le logement abordable. On crée les conditions d'une prospérité durable et on bâtit un Canada fort d'un bout à l'autre. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Monsieur le Président, sous ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 en récession. Le rapport de la directrice parlementaire du budget confirme que le déficit pourrait atteindre 72 milliards en 26. Pendant ce temps, le pouvoir d'achat des Canadiens stagne depuis 2015. Pour les Québécois, ça veut dire plus cher la facture d'épicerie, l'hypothèque puis l'essence. Est-ce que ce sont des factures techniques ou est-ce que le premier ministre va avouer que le Canada est en récession? Très bon, très bon. L'honorable secrétaire d'État du premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Depuis cet été, nous avons créé plus de 165 000 emplois ici au Canada, Monsieur le Président. C'est 88 emplois juste au mois de mai. Monsieur le Président, si on regarde, par exemple, les États-Unis, on voit que le Canada est en création d'emplois on est presque le double des États-Unis, en fait, Monsieur le Président, per capita. Puis c'est quand même très intéressant, Monsieur le Président, de voir que autant de Canadiens voient dans l'avenir un optimisme, de la positivité, Monsieur le Président. Bravo. L'honorable député de Terrebonne. Monsieur le Président, les jeunes méritent de grandir dans des communautés sécuritaires, unies et riches en opportunités. La secrétaire d'État à l'enfance et à la jeunesse pourrait-elle expliquer à cette Chambre ce que l'entente historique conclue avec le Québec la semaine passée signifie pour la jeunesse québécoise et canadienne? Bonne question. Secrétaire d'État à l'enfance et à la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue de Terrebonne pour sa question. Notre gouvernement investit 10 milliards de dollars au Québec. Et les jeunes vont en profiter. On va bâtir des campus modernes pour étudier, des hôpitaux et des salles d'urgence. Et on va améliorer le transport en commun pour aller à l'école et au travail. On bâtit une économie forte pour nos jeunes
pour notre avenir. Merci, Monsieur le Président. The honourable member for Newmarket. Honorable député de Newmarket-Aurora. Le Canada est le seul pays du G20 en récession. La situation économique est très mauvaise. Nous avons eu une contraction économique lors de 3 des 4 derniers trimestres. La croissance économique est anémique. Les investissements capitaux ont diminué pendant 5 trimestres consécutifs et les faillites ont atteint des niveaux insoupçonnés depuis 1909. Quand les libéraux vont-ils cesser de dire qu'il s'agit de problèmes techniques et prendre leurs responsabilités pour cette récession? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Monsieur le Président, ce sont des questions comme celle-ci qui me rappellent le philosophe Richmond James qui disait que le pessimisme menait au manque de force. Rien ne résume mieux la position du Parti conservateur du Canada en cette Chambre. Et il y a des vents de face, oui, mais il y a plusieurs signes qui pointent vers l'optimisme. Une augmentation de la dépense des ménages, l'augmentation des salaires qui est plus rapide que l'inflation tous les mois pendant lesquels le gouvernement a été au pouvoir et 88 000 emplois créés au mois de mai. L'honorable député de Newmarket-Aurora. Si de nier la réalité faisait croître l'économie, nous aurions l'économie la plus forte du G20. Nous sommes en récession. La Banque Scotia prévoit une augmentation de 0,8 de l'économie. La BMO prévoit 0,6 Un propriétaire sur 10 à Toronto pourrait ne pas renouveler son prêt hypothécaire. Les libéraux font fi de la récession, mais les Canadiens ne peuvent faire fi de leur perte d'emploi ou du fait de devoir reporter la retraite. Le premier ministre va-t-il admettre que les difficultés vécues par les Canadiens sont bien réelles ou n'est-ce là qu'un autre point technique? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je veux que les Canadiens se rendent compte ce sur quoi les conservateurs dévouent leur temps dans une période d'incertitude économique. Ils choisissent de souligner les mauvaises nouvelles économiques. Ils choisissent le pessimisme alors que les Canadiens ont besoin d'optimisme. Les Canadiens ont besoin d'un gouvernement qui est là pour les aider. C'est ce que nous faisons en investissant pour aider 12 millions de Canadiens avec l'allocation canadienne pour l'épicerie des besoins essentiels. C'est ce que nous faisons avec les 88 000 emplois qui ont été créés au mois de mai. C'est le genre de Canadiens que méritent les Canadiens. Ils méritent bien mieux que ce qu'ont à offrir l'opposition. L'honorable député de Cowichan-Malahat-Langford. Sous ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 en récession. Et ces derniers jours, nous en avons appris beaucoup plus sur l'état désastreux de notre économie sous son mandat. Samedi soir, dans un pub de Lake Cowichan, les travailleurs m'ont confié que leur plus grande inquiétude était de pouvoir payer l'épicerie. Mais l'allocation pour l'épicerie du gouvernement ne s'applique qu'aux couples gagnant moins de 59 000 $ par année, ce qui veut dire que les travailleurs à temps plein en sont exclus. Le premier ministre s'est moqué des Canadiens en difficulté la semaine dernière. Va-t-il encore leur rire au nez ou va-t-il réellement les aider pour que les Canadiens puissent enfin se nourrir? L'honorable secrétaire d'État pour les aînés. Monsieur le Président, les Canadiens méritent des faits et non pas des fausses informations. Les nouvelles pessimistes n'aident pas les travailleurs ou les entreprises. La Banque du Canada met en garde d'ailleurs contre ce pessimisme. Les économies de partout dans le monde sont confrontées à l'incertitude, mais le Canada surmonte les vents de face mieux que ses pairs. Notre économie est stable, les emplois sont en croissance et nous continuons d'appuyer les Canadiens malgré les vents de face. Nous allons continuer à nous concentrer sur la croissance économique alors que les conservateurs, eux, cherchent à attiser les ports. L'honorable député de Brampton-West. Monsieur le Président, avec ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 en récession. Notre économie s'est contractée pendant 2 trimestres consécutifs et pendant 3 des 4 derniers trimestres. Les entreprises ont de la difficulté, les Canadiens travaillent fort, mais n'arrivent pas à s'en sortir. Les jeunes se retrouvent sans emploi. L'économie du Canada se détériore, elle ne s'améliore pas. Le premier ministre va-t-il nous dire si nous sommes en récession ou pense-t-il que les Canadiens ne sont seulement qu'en difficulté technique?
L'honorable secrétaire d'État pour le sport. Merci, Monsieur le Président. On dirait que la photocopieuse conservatrice manque d'encre puisque les conservateurs ne font que répéter la même question. C'est comme si le chef conservateur ne faisait pas confiance à ses députés pour poser des questions originales reflétant les réalités de leur région. L'économie du Canada est en croissance. D'ailleurs, le Canada a dépassé les États-Unis pour ce qui est du taux d'emploi. Nous avons une économie forte parce que les Canadiens travaillent fort. 88 000 emplois ont été ajoutés à l'économie canadienne au mois de mai. Nous travaillons fort pour que les Canadiens puissent connaître du succès. L'honorable député de Calgary-Skyview. Monsieur le Président, sous la gouverne de ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 à être en récession. Les entreprises n'investissent plus au Canada. Et même les banques ont perdu confiance. La Banque Scotia et la BMO prévoient une croissance inférieure de plus de moitié à celle des États-Unis. La première étape pour résoudre un problème consiste à reconnaître qu'il existe. Le premier ministre libéral admettra-t-il aux Canadiens que nous sommes en récession ou continuera-t-il à leur dire qu'ils sont seulement en difficulté d'un point de vue technique après une décennie de gouvernance libérale? L'honorable ministre de la Résilience communautaire. Monsieur le Président, mon collègue conservateur de l'Alberta a dû manquer les derniers résultats économiques. Il y a 104 000 emplois de plus par rapport à la même période l'année dernière. Et ce, grâce aux travailleurs résilients et aux entreprises résilientes de l'Alberta qui embauchent, qui investissent et qui font progresser l'économie canadienne. Les conservateurs de l'Alberta devraient cesser de dénigrer leurs commettants et se concentrer sur la construction d'une économie forte. L'honorable député de Riding Mountain. Monsieur le Président, les députés libéraux du Comité de la santé font obstruction à une enquête sur le scandale Prescribe IT d'un montant de 300 millions de dollars. Depuis des mois, ils empêchent le comité de tenir de nouvelles réunions pour obtenir des réponses. Ils ont interrompu les séances, ont éteint les caméras du comité et empêché la ministre de la Santé de témoigner. Aujourd'hui, dans un coup politique répugnant, ils utilisent les Canadiens atteints du VIH comme prétexte pour étouffer la vérité. Si les libéraux n'ont rien à cacher, s'engageront-ils aujourd'hui à autoriser une enquête du comité sur le scandale Prescribe IT qui porte sur 300 millions de dollars? Le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je vais le répéter encore une fois. Le Canada FOA a connu des problèmes de gouvernance. Le gouvernement fédéral, nous avons une personne sur le conseil d'administration et ils ont pris les mesures nécessaires. Le CEO est parti et nous avons un directeur par intérim pour l'instant. Ils sont en train de revoir ensemble les mandats et comment on peut mieux faire pour régler les problèmes de gouvernance. Merci. L'honorable député de Similkameen, Okanagan-Sud, Kootenay-West. Malgré le fait qu'ils ont versé 300 millions de dollars à InfoRoute Santé du Canada pour le projet Prescribe IT, qui s'est soldé par un échec, les libéraux ne manifestent aucun intérêt à savoir pourquoi ni comment cet argent a été gaspillé. Les libéraux ont rejeté contre toutes les tentatives visant à obtenir des réponses. Les conservateurs ont été clairs. Nous travaillerons tout l'été s'il le faut pour faire la lumière sur cette affaire. Mais seulement après que la ministre et l'ancien PDG auront témoigné en détail. La ministre demandera-t-elle à ses collègues libéraux de cesser de faire obstruction et de faire la lumière sur ce scandale? Honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je vais répéter encore. Et avant de continuer, je voudrais retourner sur l'étude qu'on fait sur le sida au niveau du Comité de la santé, pour lequel les conservateurs sont en train de bloquer. Juste leur dire qu'il y a une crise à travers le pays, et particulièrement au Manitoba. Alors, c'est la première chose que je dirais. La deuxième chose que je dirais, oui, le conseil d'administration est en train de revoir la gouvernance et le mandat. Ils vont le faire, ils vont revenir d'ici la fin de l'été. Merci. L'honorable député de Kitchener-Sud-Hespeler. Monsieur le Président, InfoRoute Santé du Canada a gaspillé 300 millions de dollars dans le programme Prescribe IT. L'organisme a délépté 1 milliard de dollars au cours des 10 dernières années sans ne produire rien de concret. Au cours des derniers, ils ont refusé de remettre au comité les documents qui lui ont été demandés il y a 6 semaines. La ministre peut-elle nous dire combien de temps va durer l'examen du mandat, combien de temps cela va prendre, combien d'argent des contribuables va être gaspillé et pourquoi
l'organisme n'est-il pas supprimé dès aujourd'hui? Président, et merci aux collègues pour sa question. Écoutez, la première chose que je dois vous dire, c'est que le gouvernement canadien, nous faisons attention à chaque dollar que nous dépensons. C'est pour cela, oui, c'est bien pour cela que lorsque nous avons réalisé que le FOA ne remplissait pas complètement la mission, nous avons décidé de mettre fin au financement. Ça, c'est la première chose. Mais ce que vous devez savoir en même temps, c'est que le système de santé canadien a besoin d'être modernisé et FOA, même s'il a eu des problèmes de gouvernance, il a fait un bon travail parce que le AI Scribe a eu beaucoup de... The honourable member for Red Deer. L'honorable député de Red Deer. Monsieur le Président, 8 semaines d'obstruction libérale au Comité de la santé. Il s'efforce désespérément de dissimuler le scandale Prescribe IT qui a coûté 300 millions de dollars, des centaines de millions gaspillés dans un programme raté qui a enrichi les initiés libéraux sans pour autant permettre de délivrer les ordonnances. Les Canadiens en colère exigent que ces libéraux mettent fin à l'obstruction, mais apparemment, ils ont plus peur de se faire encore engueuler par le premier ministre. Ces libéraux doivent mettre fin à ces 2 mois de camouflage afin que les conservateurs puissent obtenir les réponses que les Canadiens méritent. Que cachent les libéraux? L'honorable leader du gouvernement de la Chambre. Monsieur le Président, ces questions qui ont clairement été à l'ordre, il y a trop de bruit. L'honorable leader du gouvernement, du début, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ces questions qui ont été écrites par le chef de l'opposition ne convainquent personne. Ce qui convainc les Canadiens, c'est que cette attitude conservatrice revient à dire que les ventes face auxquelles est confronté le Canada, c'est de la faute du Canada. Les conservateurs refusent d'être constructifs, ils refusent de donner les bonnes nouvelles à propos de l'économie canadienne. Quand on leur rappelle qu'il y a eu 88 000 emplois créés en mai, ils se cachent. Vive le Canada! Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a comme objectif construire et bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et protéger nos emplois et nos industries. À mesure que ce plan se met en place, nous offrons également un soutien et une aide pour rendre la vie abordable. Le ministre de la Transformation et du gouvernement des Travaux publics et de l'approvisionnement pourra-t-il informer la Chambre de la nouvelle prestation canadienne pour l'épicerie et les produits essentiels, ainsi que ses bienfaits pour les familles canadiennes? Merci. Le ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à ma collègue. Enfin, une bonne question, Monsieur le Président. Puis elle a raison de le souligner. Vendredi dernier, le 5 juin, c'est 12 millions de Canadiens qui ont reçu la nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie. 3 millions de Québécois. Pour vous donner une idée, Monsieur le Président, pour une famille de 4, ça peut représenter jusqu'à 1 890 $ par année pour aider avec le coût de l'épicerie. Mais c'est pas la seule bonne nouvelle qu'on a eue vendredi dernier, Monsieur le Président. Le Canada a créé 88 000 emplois et pour le 38e mois consécutif, les salaires augmentent plus vite que l'inflation, Monsieur le Président. Notre plan fonctionne pour un Canada fort, pour une économie prospère, pour tout le monde. Merci beaucoup. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Un service policier vient de mettre en lumière une organisation criminelle accusant des criminels non citoyens, surtout de l'Inde. Aujourd'hui, il y a davantage de rapports sur une gang criminelle qui recrute des ressortissants indiens pour commettre des crimes au Canada. Les politiques laxistes du gouvernement libéral ainsi que les politiques en matière de criminalité font que le Canada est aux prises avec une crise de la criminalité. Quel ministre va être renvoyé pour ce fiasco? L'honorable secrétaire d'État pour la lutte à la criminalité. Monsieur le Président, je tiens à féliciter les services policiers de Durham, de Peel et de partout au Canada qui travaillent très fort, jour après jour, pour lutter contre la criminalité organisée. Il y a eu plusieurs arrestations, plusieurs accusations. Le système de justice pénale sera saisi de ces criminels. Il s'agit de groupes criminels organisés internationaux. Il y a des efforts coordonnés, mais le Canada lutte contre ces efforts et nous allons punir les criminels. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Les policiers de Durham sont occupés parce que les libéraux n'ont pas mis en place des mesures de dépistage suffisantes. Leur politique de remise en liberté crée la criminalité.
C'est le même processus qui a donné un permis de visiteur à un terroriste du corps des gardiens de la Révolution islamique. Le rôle du Canada, c'est d'empêcher les visites de ces terroristes. Le gouvernement peut-il nous dire comment ces terroristes non-citoyens ont pu entrer au pays? L'honorable secrétaire d'État pour la lutte à la criminalité. Monsieur le Président, savez-vous ce que me demandent les victimes dans notre communauté? Ils nous demandent combien de temps vont durer les enquêtes. Et savez-vous ce qui retarde le fait d'octroyer plus de pouvoir aux forces de l'ordre? C'est le fait que C-32 n'a pas été adopté. Et c'est les conservateurs qui retardent l'adoption de ce projet de loi, qui se rangent du côté des géants des médias sociaux plutôt que du côté des Canadiens pour améliorer la sécurité publique. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Personne au Canada ne croit cela. Tout le monde voit bien ce qui se passe. Les libéraux ont permis une immigration de masse, des frontières ouvertes, ainsi qu'un système judiciaire woke et des politiques de remise en liberté laxistes, et ce pendant des décennies. Et maintenant, les Canadiens et les Canadiennes qui respectent les lois et les nouveaux arrivants en paient le prix. Les libéraux ont rejeté notre projet de loi conservateur de gros bon sens qui aurait fait en sorte que les non-citoyens reconnus coupables d'un crime grave recevraient une peine à la hauteur de leur crime et non en fonction de leur passeport. Pourquoi permettons à des gangs criminels de non-citoyens d'harceler les Canadiens? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, ces groupes criminels sont présents dans plusieurs pays. Les forces de l'ordre continuent leur travail. Et selon toutes les conclusions, ces groupes opèrent non seulement au Canada, mais dans bon nombre de pays. Savez-vous ce qui nous aiderait, Monsieur le Président? Ce qui nous aiderait à pouvoir faire enquête sur les crimes au Canada, ce serait d'adopter C-22. Nous sommes l'un des seuls pays occidentaux à ne pas avoir un régime d'accès légal. Quand les conservateurs vont-ils enfin s'attaquer à la criminalité parce que le gouvernement est prêt à faire son travail? L'honorable député de Milton Hills, Halton Hills Sud. Monsieur le Président, les familles de ma circonscription ont entendu de bonnes nouvelles. L'enquête sur la population active de mai a révélé une forte création d'emplois, un signe clair que notre plan économique porte ses fruits. Et la RC a commencé à verser les prestations du programme amélioré de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels de notre gouvernement, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à l'ancien crédit pour la TPS. Le secrétaire d'État peut-il informer la Chambre de la manière dont notre plan économique établit une trajectoire à long terme pour la croissance et la résilience tout en facilitant la vie des Canadiens ici et maintenant? L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Monsieur le Président, je tiens à remercier la députée de Milton Hills, Halton Hills Sud pour une autre excellente question. La semaine dernière à Halifax, j'ai été fier d'annoncer que l'ARC a commencé à verser l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels améliorés. Avec cette allocation, nous allons construire un Canada fort, nous allons aider les familles, nous allons construire une économie forte. Et il y a déjà des preuves que ça porte fruit. 88 000 emplois créés le mois dernier. Les conservateurs aiment voir le verre à moitié plein et être pessimistes. Nous choisissons de construire un Canada fort. L'honorable député d'Algonquin, Renfrew, Pembroke. Monsieur le Président, Bill Valley est entrepreneur dans ma circonscription. Il m'a appelé pour me dire que normalement, à cette période de l'année, son carnet de commandes est plein. Or, on est au mois de juin et il n'a que 2 contrats en vue. Les Canadiens ont trop faim pour pouvoir se permettre de réparer leur toit ou leur patio. Le premier ministre peut-il dire à Bill si nous sommes en récession ou si Bill est simplement techniquement en cours de travail? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Finances. Monsieur le Président, il y a plusieurs signes de progrès au sein de l'économie canadienne. Une augmentation d'1,5 % de la dépense des consommateurs. Le PIB est à la hausse. Les salaires augmentent plus rapidement que l'inflation et les chiffres en matière d'emploi ont été publiés vendredi dernier. Je sais que les conservateurs refusent de l'admettre, mais c'est 88 000 nouveaux emplois nets qui ont été créés au mois de mai, plus que les projections. Et nous avons donc récupéré 80 % des emplois causés par la guerre tarifaire. Ce sont des bonnes nouvelles pour le Canada. L'honorable député de Courtenay-Alberni. Monsieur le Président,
l'Alberta étudie plusieurs tracés pour un nouvel oléoduc destiné au transport de bitume dilué et des terminaux d'exportation traversant le nord de la Colombie-Britannique. Mais la nation Nisga'a affirme que ni l'Alberta ni le gouvernement libéral fédéral n'ont discuté d'un quelconque projet d'oléoduc avec son gouvernement. La réconciliation ne peut signifier prendre des décisions d'abord et consulter les Premières Nations ensuite. Le gouvernement s'engagera-t-il dès aujourd'hui à mener une consultation approfondie, à obtenir le consentement, les préalables et éclairés des nations concernées ainsi qu'à maintenir l'interdiction des pétroliers sur la côte nord? L'honorable ministre pour les Relations couronnes autochtones. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'un promoteur privé prévoira un tracé, il y aura un devoir de consulter. Or, il n'y a aucun projet proposé pour l'instant, donc le devoir de consultation n'est pas entré en vigueur. That concludes the question. Voilà qui met fin à la période de questions.